Merci tout le monde de vous être déplacé pour cette haute conférence dans le cadre du 25e de l'ISMER. Je me présente, je suis Gabriel Côté, étudiant à la maîtrise en océanographie sous la direction de André Pellerin et Stéphanie Couche dans le groupe de biogéochimie isotopique à l'ISMER. Donc aujourd'hui, on a une présentation de André Pellerin sur le cycle du carbone. Je vais vous faire un petit CV de son parcours avant qu'il arrive à l'ISMER. Il a commencé avec un baccalauréat, une maîtrise à l'Université d'Ottawa. Après, il a fait un doctorat à l'Université McGill en sciences de la Terre. Après ça, il a fait un postdoc au Danemark de 4 ans sur la biochimie sédimentaire. Et après, il a fait un autre postdoc d'un an et demi en Israël sur la biogéochimie du pergélisol avant d'être engagé à l'ISMER en 2021. Donc, ça fait 3 ans qu'il est professeur ici. C'est donc dans sa fonction de professeur-chercheur qu'il présente aujourd'hui la conférence intitulée La science bipolaire, les hauts et les bas du cycle du carbone. Ça va être une présentation d'une durée d'environ 45 minutes, puis après la présentation, on va avoir 2 micros pour les questions. Bonne présentation. Merci Gabriel pour la belle présentation. C'est super. J'apprécie ça. Euh, merci aussi à tout le monde d'être venu. C'est un plaisir de pouvoir vous parler un peu. Euh, alors, science bipolaire, right? Euh, Qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui? J'essayais de me demander qu'est-ce que je voulais donner à une présentation au grand public. Puis, ben, la science bipolaire, c'est pas ce que vous pensez, ce qu'on pourrait nécessairement penser. Ce que je veux dire par bipolaire, c'est le nord et le sud, parce que je fais beaucoup de mes recherches dans le nord et dans le sud des pôles de notre planète. Alors, ce que j'espère faire aujourd'hui, c'est essentiellement vous donner un petit peu un primer sur le cycle du carbone. Et ensuite, de passer à un site d'études en particulier. Puis, tout le monde ici, c'est pas exactement un grand public, il y a beaucoup de gens qui sont très connaissants ici. Alors ça soit redondant, là, mais en tout cas, peu importe. Ce que je veux qu'on parle, c'est le cycle du carbone, mais pas le cycle du carbone comme on le voit dans les textbooks, dans les textes puis des choses à courte échelle. Je veux qu'on parle du cycle du carbone à longue échelle, sur l'échelle de la vie de notre planète. Puis, évidemment, je vais vous présenter un site d'études en particulier. Puis, juste pour vous dire qu'en faisant ma présentation hier, je me suis rendu compte que ça pourrait être le fun. Je sais pas donner des exemples du Nord et du Sud, mais finalement, je n'ai pas vraiment le temps de couvrir les deux, alors ça va juste être comme unipolaire. Bon, OK. Alors, le cycle du carbone. Oh, André, ça, c'est pas le cycle du carbone, c'est de l'oxygène. Oui, mais c'est extrêmement, c'est très lié au cycle du carbone. Je vais revenir à cette slide ici assez souvent, euh, avec cet axe ici, l'axe des X pour tout le monde. Ça ici, c'est aujourd'hui. Puis on va retourner dans le temps, jusqu'à à peu près 4 milliards d'années passées. C'est plus ou moins l'âge de la vie sur la Terre. Et sur l'axe des Y ici, on a les concentrations d'oxygène à travers le temps, en commençant avec aujourd'hui, les concentrations qui sont présentes. Et si on recule dans le temps, on voit que les conditions étaient de moins, il y avait moins d'oxygène. Tellement que, ben, à peu près quelque part 3 milliards d'années passées, il n'y avait pas d'oxygène. La planète était anoxique. Il y a quelque chose qui est arrivé à peu près autour de 2,7 milliards d'années passées. On a eu il y avait des métabolismes qui étaient présents ici, mais éventuellement, on a eu l'apparition de la photosynthèse oxygénique. Et la photosynthèse oxygénique, oh, excusez-moi, la photosynthèse oxygénique, elle a permis d'augmenter la concentration d'oxygène dans l'atmosphère à travers le temps. Puis, je veux juste que tout le monde ait une bonne conception fondamentale de pourquoi et comment ça se fonctionne. Alors, j'ai essayé de simplifier ça le plus possible. Ça, c'est dans l'atmosphère, mais
dans les océans aussi. Ça affecte aussi les océans. Les océans, il y a 3 milliards d'années passées, étaient ferrugineux. Il y avait du fer. Il y avait du fer dans les océans parce qu'il y avait des volcans, puis les volcans, ils vont mettre beaucoup de fer puis beaucoup de métaux dans l'océan, dans la surface des océans, puis dans le fond des océans. Et ça s'accumule, puis ça s'accumule, puis ça s'accumule. Puis c'est grâce à l'oxygène, à l'apparition de l'oxygène, à peu près 2,7 milliards d'années, qu'on voit dans les roches sédimentaires une accumulation assez rapide et de beaucoup de fer, d'oxyde de fer à 2,7 milliards d'années passées à peu près. Puis ça, c'est associé à la présence d'oxygène. Alors, on sait qu'on a plusieurs différentes proxys pour essayer de comprendre l'apparition d'oxygène, mais on sait qu'on peut le voir avec des roches. Puis j'ai même amené, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est cool, c'est un gisement de fer rubané. Je peux passer autour. OK, excellent. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? Avec un temps, il y a eu une progression, puis la surface des océans, à cause de l'oxygène, l'augmentation des concentrations d'oxygène, on a de l'oxygène dans les surfaces des océans, puis éventuellement, à peu près 700 millions d'années passées, on voit que l'océan entier il devient complètement oxygéné. OK. Et ça, c'est la partie que je veux que vous compreniez, c'est que comment est-ce que ça arrive? On a du carbone, du CO2 sur la planète, on a de l'eau, et on a l'énergie du soleil. C'est l'énergie du soleil ici qui nous permet de synthétiser de la matière organique et d'avoir un produit, de l'oxygène. Un produit déchet, c'est un produit déchet de la synthétisation de la matière organique. Puis, ben, cette matière organique-là, dans les océans, elle va être utilisée, éventuellement, elle va mourir, puis elle va être reminéralisée en CO2 et en H2O. Alors, c'est vraiment ce qu'on appelle, c'est le cycle de la vie. Comme ça. On connaît. Sauf que, il y a quelque chose qui ne marche pas avec ça ici. On peut voir que quand on synthétise, on utilise l'énergie pour produire de la matière organique et de l'oxygène, et si on consomme toutes ces deux, on réagit ces deux choses ici, bien, on n'a pas un ballon d'oxygène positif. Alors, on ne peut pas accumuler d'oxygène dans l'atmosphère. Right? Ce qu'on a besoin, c'est qu'on a besoin d'avoir une plus grande production de matière organique qu'il y a de décomposition de matière organique. Puis, ben, à travers le temps, c'est comme ça qu'on peut commencer à accumuler de l'oxygène dans l'atmosphère. Pour avoir un net ballon positif d'oxygène dans l'atmosphère, il faut qu'une partie de cette matière organique-là soit enfouie en quelque part. Il faut qu'elle disparaisse. Il faut qu'elle soit séparée physiquement de l'Occident. Puis c'est là que l'énergie de la Terre et les processus géologiques ils viennent en compte. On a formé des bassins, on doit éroder des montagnes et on doit créer des endroits où on peut séparer physiquement la matière organique de l'oxygène. Et ben, c'est un processus qui est assez, qui se passe sur des centaines de millions ou bien des milliards d'années. C'est quelque chose qui est un ballon qui fonctionne à ça sur des échelles de temps géologiques. Puis, en ce moment, on a quelque chose comme puis là, si on regarde ici, on a 47 à 60 pétagrammes de carbone par année qui sont synthétisés dans les océans. Puis, ben, on a à peu près le même montant qui est oxydé. Et si on regarde, en faisant des bilans, on peut voir qu'il y a à peu près 0,1 pétagramme de carbone par année qui est accumulé. Alors, il faut vraiment que ça arrive pendant très longtemps pour que le réservoir d'oxygène qu'on a dans l'atmosphère aujourd'hui, qui équivaut à quelque chose comme 500 000 pétagrammes de carbone équivalent. Un pétagramme de carbone, c'est 10 à la 15. Alors, c'est des très, très gros chiffres. Ça veut dire que si demain, on fermait la productivité primaire, parce qu'on n'avait plus de soleil, quelque chose comme ça, on aurait assez d'oxygène pour très, très longtemps encore avant de commencer à s'inquiéter. OK. Puis aussi, une partie importante, c'est que ben, les nutriments, ils sont recyclés aussi. Parce que dans la matière organique, il y a le carbone, mais il y a aussi l'azote, le phosphore, puis toutes les choses qui sont nécessaires pour ça. Puis ça permet, la minéralisation de la matière organique permet de recycler ces nutriments-là aussi. OK. Alors, les choses qui sont importantes, c'est comme la chose que je voulais que les gens
il se rappelle pour cette conférence grand public ici, c'est qu'on a besoin de l'énergie du soleil pour arracher les molécules d'oxygène, de casser les molécules d'eau, puis les coller après des molécules de carbone. Mais on a aussi besoin des processus d'érosion et de sédimentation qui vont permettre de séparer cette matière organique-là de l'oxygène. Et c'est pour ça qu'on peut avoir qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans l'histoire de la Terre. OK. Puis ça permet ça a permis, ça a été fait, le processus, on voit que la vie elle devient de plus en plus complexe. On avait des bactéries qui étaient relativement simples, des archives, des bactéries anoxygéniques. On a évolué des cyanobactéries qui pouvaient fixer le carbone, mais éventuellement, on a des algues puis des plantes pour développer ça. Puis, non seulement ça, bien, la vie s'est amplifiée à travers le temps. Ça veut dire qu'avant, la productivité primaire, alors le montant de carbone qui est fixé à travers le temps, a augmenté significativement sur des ordres de grandeur à travers le temps. Alors, ouais, ça a augmenté à travers le temps, comme montré par la belle flèche ici. Mais ce que ça veut dire, ça, c'est que le monde a vraiment changé. L'environnement qu'on retrouvait il y a très, très longtemps sur la Terre, il n'existe essentiellement plus. Puis, malgré qu'on peut regarder dans les roches pour essayer de développer des proxys, puis essayer de recréer des environnements qu'il y avait autrefois, parfois, ça peut être difficile de comprendre exactement c'est quoi les proxys, puis comment de recréer ces environnements-là. Alors, ça m'amène à mon deuxième site, ma deuxième partie de ma présentation, c'est les sites d'études. Puis, j'ai fait des débats assez longtemps pendant, quand je préparais cette présentation pour voir si on était pour parler des exemples dans l'Arctique. Ici, c'est une photo proche de Tuktoyaktuk au territoire du Nord-Ouest, où on peut voir qu'il y a, à cause du pergélisol, il y a des montants faramineux de carbone qui sont gelés à l'épreuve de la dégradation de la matière organique, mais qu'avec les changements climatiques, on peut voir que ce carbone-là est relâché et les processus microbiens sont activés pour reprendre ce carbone-là et le remettre dans la phase minérale, à moins qu'elle peut être sauvée d'une certaine façon par l'enfouissement. Ça, c'est une partie importante des recherches que je fais, puis c'est extrêmement intéressant. Mais aujourd'hui, ce que j'espère vous parler, vous discuter, c'est un exemple de cette étude qui est à l'autre pôle, au pôle sud, en Antarctique, à un site spécifique. OK? J'ai été approché en 2021 quand j'ai commencé à travailler à l'ISMER, à cause que je suppose que j'aime ça travailler sur la biogéochimie sédimentaire, pour me joindre à une équipe en Antarctique puis développer un petit programme pour essayer d'étudier un lac en particulier. Ça, c'est une équipe de nous sur la surface de ce lac-là. Il s'appelle le lac Untersee. Puis, maintenant, on a une présentation. Ça, c'est l'équipe ISMER UQAR, juste ici. Ça fait 3 ans qu'on va en Antarctique. Moi, j'étais les 2 années. Puis cette année, mon étudiant en doctorat, Daniel Filion, est là, mais il n'est pas là présentement. Il est en train de se rendre là pour continuer notre programme de recherche. Mais essentiellement, c'est un programme qui nous permet d'aller à une place qui est extrêmement isolée, où pas beaucoup de gens ont la chance d'aller. Puis je vais expliquer évidemment pourquoi est-ce qu'on va là. C'est une opération qui coûte beaucoup d'argent. On a un budget d'à peu près 600 000 par année juste pour amener ces gens-là jusqu'à ce lac-là pour qu'on puisse faire les recherches. Il y a des gens qui viennent d'un petit peu partout. Il y a des Autrichiens qui sont des spécialistes de la glace, des gens qui sont Lara, qui est une experte en biologie moléculaire. Alors, quand je me suis fait approcher pour commencer, puis je me suis dit, oh, ça va être super le fun. On va aller en Antarctique, puis je vais faire mon touriste. Là, on va voir des pingouins, puis des choses de même. Là, on va se promener dans des bateaux, puis on va voir des baleines, puis peut-être que même je vais pouvoir me marier en Antarctique. Ça va être super le fun.
c'est pas arrivé. Mais ça, c'était plus qu'est-ce que ça a de l'air en Antarctique, pour de vrai. Alors, c'est vraiment quand même c'est quand même très intéressant, right? Il y a comme un monsieur en train de faire pipi, là, puis, je veux dire, c'est super cool. Euh, mais aussi, on est à 500 mètres ou bien 600 mètres par-dessus, sur 600 mètres de glace, en train de marcher autour. Alors, ça, c'est quand même pas mal de fun. Euh, excusez-moi. Voilà. Alors, tout ça pour se rendre à ce lac ici, c'est le lac Untersee. Des belles montagnes autour, mais il y a des propriétés qui font qu'il est relativement spécial. Où est-ce qu'il se présente? Où est-ce qu'il se trouve? Bien, il se trouve dans les montagnes Gruber, Queen Maudland, dans l'Antarctique. C'est essentiellement directement au sud de l'Afrique du Sud. C'est par là qu'on passe pour pouvoir se rendre. Ah, excellent. Ça, c'est une photo encore de nous sur le lac, bien sur le bord du lac. Puis, voilà, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Une expédition. Alors, c'est une expédition annuelle. En 2023, par exemple, on est parti pour 66 jours, Daniel et moi, en 2023. Puis, ben, le processus de se rendre à Undersea est quasiment aussi long que les choses qu'on peut faire quand on est rendu là. Par exemple, on est parti du 15 décembre au 20 décembre, mais en fait, au lac lui-même, on était juste là du 2 décembre au 10 décembre, donc 38 jours. Puis, ben, on a réussi à faire du travail pour de vrai seulement du 10 novembre à peu près au 5 décembre. Alors, le processus de se rendre et d'établir, de pouvoir même faire la science qu'on veut faire, c'est plus que la moitié du travail. Ça ne compte pas comme toute la préparation avant pour se rendre, les permis, puis tout ça, etc. Alors, là, j'ai une vidéo. Excusez-moi. Je vais prendre un petit peu d'eau. Je vais partir de la vidéo. Alors, c'est une vidéo de nous ça commence comme n'importe quelle expédition, avec bien des bagages à un aéroport à Cape Town, en Afrique du Sud. Puis là, où on va border un avion cargo. Puis l'avion cargo, ben, tu sais, ça va être un vol à peu près 6 heures. C'est pas vraiment différent de se rendre, de prendre un vol pour aller en Europe, quelque chose comme ça. Sauf que quand tu regardes dehors, ben, il y a de plus en plus de glace, puis éventuellement, ça devient une banquise complètement fermée. Puis là, on arrive sur le continent, puis on arrive à une base. C'est la base qui s'appelle Novo Lazareskaya. C'est une base russe qu'on utilise pour transiter au lac Untersea parce qu'elle se trouve à seulement à peu près 120 km du lac lui-même. Alors là, on est arrivé, on a bien des bagages. Euh, Puis, on a beaucoup de matériel finalement, comme on a un conteneur plein de matériel qu'on va apporter là. C'est ça qu'on a besoin vraiment pour être capable de vivre là pendant 2 mois. Euh, mais de temps en temps, on est frappé avec des délais significatifs. De tout le temps, il y a il y a des tempêtes, des blizzards. Il y a des blizzards. Il y a des blizzards qui font que ça devient extrêmement difficile et on ne peut pas rien faire. Alors là, on est juste pris à manger, essayer de se rendre d'une portative à une autre pour manger, puis attendre. Il faut attendre longtemps. Alors, j'ai mis beaucoup de temps dans la vidéo pour montrer que ça prend longtemps. Parce que, comme tu sais, c'est bien beau 2 jours, mais quand ça fait une semaine que tu es assis avec cinq autres gars dans une, euh, dans une portative, ça devient long. Mais quand tu regardes dehors, c'est pas mal cool quand même, là. Tu vois, c'est comme une vraiment, vraiment mauvaise tempête qui peut durer plusieurs jours. Ouais, puis comme on peut plus rien voir, puis je veux dire, c'est pas. Fais attention, Dale. Dale, c'est un caractère quand même assez impressionnant. Il, euh, il aime tellement ça, aller en Antarctique. Puis, ok, c'est pas vraiment la science bipolaire, ça, là, mais en tout cas, la vidéo, il run, alors je vais le dire. Il a remplacé ses 2 jambes avec des jambes en titane parce qu'il aime tellement ça, faire ce travail-là, qu'il était prêt à n'importe quoi pour pouvoir continuer à aller en Antarctique. Alors, il a 69 ans, puis c'est le leader de notre expédition.
Puis, ouais, c'est ça. Il vient avec nous encore, puis c'est super le fun. En tout cas, la tempête est finie. Là, on a nos skidoo, puis il faut qu'on se rende au lac. 120 km, c'est à peu près 6-7 heures en skidoo, c'est à travers le glacier parce que les crevasses. Ça prend longtemps de sortir la neige qui s'est incrustée dans absolument toutes les skidoo. On ne peut pas avancer les skidoo tant qu'on n'a pas enlevé la, la neige. Alors, c'est vraiment quand même assez intense comme travail. Et éventuellement, on va être prêt à partir. Ça, c'est-à-dire qu'on a toutes les tentes, on a tout pris les choses, on a tout notre matériel scientifique on essaye d'empêcher la neige de rentrer dans les contenants. Même si c'est dans un contenant fermé, tu ouvres ton contenant à la fin, puis c'est plein de neige. Alors, il ne faut pas que ça dégèle, parce que ça va tout détruire ton matériel scientifique. C'est quand même une, un travail assez long. Ah oui, il y a beaucoup d'attentes aussi après le monde. Pour une raison inconnue, le monde, ils prennent vraiment de temps en Antarctique pour essayer de toutes les choses qui fonctionnent. Là, on est prêt à partir. Puis éventuellement, là, je vous garantis, là, ça s'en vient. C'est peut-être un petit peu trop long, cette vidéo ici, là. Mais on va partir. Puis là, on conduit nos 120 km pour se rendre jusqu'au lac. Ça, c'est un time-lapse. Ça prend à peu près 6 heures à se rendre, mais là, voici les highlights. C'est juste nous autres qui marchent, qui sont en train de faire du skidoo sur la calotte glaciaire, à peu près 500 à 1 km de glace par-dessus nous. Puis, on est en train de se rendre dans les montagnes Gruber ici. Vous allez voir bientôt, là, ça va avancer. Puis là, on descend dans la langue du glacier et on descend vers le lac Untersee maintenant. Alors, les montagnes autour sont à peu près 2 à 3 km autour de nous d'élévation relativement au bassin. Et ça fait en sorte que de l'autre bord de toutes ces montagnes-là, il y a la grande calotte glaciaire de l'Antarctique qui est en train de migrer vers le nord. Ouais, la vidéo, ouais, en tout cas. Puis, notre matériel est en train de s'envoyer. C'est assez impressionnant combien de matériel qu'on a besoin pour survivre à cet endroit-là. Euh, Puis on a une machine qui qui va nous apporter notre matériel. Puis là, finalement, après, souvent, ça prend peut-être 2 semaines, 3 semaines, on est capable de se rendre sur le lac. Alors, on est un transit de 3 semaines pour aller commencer à faire notre recherche. Hmm. Voilà. OK. Alors, ça c'est bien. Ça, c'est la fin du vidéo. Je vais. Et là, le travail de commencer à construire notre camp. On a besoin, pour plusieurs de nos instruments, on a besoin d'avoir des températures qui sont positives, plus 10 degrés Celsius au moins, pour beaucoup des spectrophotomètres, puis pour que les batteries fonctionnent, puis tout ça. Alors, on a besoin d'avoir une infrastructure qui va fonctionner. Puis ça, juste faire ce camp-là ici, ça prend 3 jours à peu près. On va essayer de développer, on va monter des tentes, on va monter, on a nos skidoo, on a des conteneurs, puis on a tout notre matériel. Puis, ben, à la fin, si tu regardes, ça a l'air un petit peu comme. Ça a l'air pas mal, c'est pas mal confortable, là. Ça, c'est moi en train de creuser des trous, quelque chose comme ça. Puis, on peut même s'établir une tente de science, tout ce qu'on va être capable de faire nos travaux. OK. Bon. Ah, une autre vidéo. Excellent. Ça, c'est une vidéo d'un drone qui donne un petit peu une meilleure vue du camp lui-même, puis du cercle essentiellement autour duquel le lac existe. Puis voilà. Alors, ça donne une bonne idée. On a le glacier Anuchin, juste là, qui est en train de descendre, puis qui prend contact avec la glace du lac. Puis, ben, tout autour du lac, on a des moraines. C'est tout un paysage complètement glaciaire. On peut voir, il y a certaines tentes là, puis les tentes sur le côté, là, c'est nos tentes pour faire les besoins. Parce que, on peut s'imaginer qu'après vivre là, on n'a pas le droit de rien sortir. On n'a pas le droit de rien laisser là. Ça veut dire que tous les numéros 1, tous les numéros 2 doivent sortir avec nous. Alors, on a des places spécifiques où on peut les accumuler pour pouvoir les sortir efficacement à la fin. C'est une des choses qui est nécessaire pour qu'on puisse avoir le droit d'avoir les permis pour pouvoir travailler dans cet endroit-là. OK. Alors là, je pense qu'on a assez fait le tour du camp. Puis là, ben là, le mauvais temps revient. Puis l'année passée, le mauvais temps, ça voulait dire des vents de 180 km à l'heure.
qui ont essentiellement arraché le camp. Ça, c'est, on pense qu'on a des tentes de 20 000 $, puis on pense qu'on est vraiment, vraiment bon, puis on est capable de bientôt faire de la science. Puis là, ben, ça prend pas longtemps, puis on est réduit à ça. Ça, c'est la meilleure chose qu'on pouvait trouver pour dormir. Ça, c'est le camp à Daniel, parce que Daniel Filion, qui a accepté de retourner. Euh, euh, excuse, Bélina. Puis, ben, tu peux voir qu'il a construit un petit mur ici à cause qu'il fait vraiment froid, puis les vents sont vraiment forts, mais c'est les roches, c'est la seule chose qui ne bouge pas. Le restant, parti. Puis, il faut mettre des roches sur tout, sinon, c'est fini. Hein? On s'envole. J'avais jamais avant eu besoin de marcher à quatre pattes par terre à cause qu'il y avait trop de vent, à cause qu'on ne pouvait pas rester debout. C'était la première fois que ça m'arrivait. Intéressant. Alors, par moment, on abaisse nos standards de qualité de vie, mais avec le temps, on est capable de reconstruire le camp, puis éventuellement, on va arriver à faire d'arriver au point pour lequel on est allé, d'aller faire de la science. Alors voilà, OK, une map, une carte, quelque chose de science. Bon, un lac, 6 km de longueur, 2-3 km de largeur. Par les standards canadiens, ce n'est pas vraiment un gros lac, mais c'est le plus grand lac dans l'est de l'Antarctique. Comme j'ai dit, la calotte glaciaire, elle vient du pôle sud, puis elle migre par ici, mais les montagnes sont trop grandes, alors la calotte a fait le tour, elle s'en va par là, mais il y a une belle langue qui revient par en arrière. Quoi d'autre? Ah oui, la température. Il fait -9. C'est pas horriblement froid. La température moyenne, c'est -9. C'est à peu près la même température moyenne qu'à Nuvik, dans le nord du Canada. Alors, c'est où il y a des arbres. Alors, c'est pas nécessairement qu'il fait extrêmement froid, c'est juste qu'il fait froid tout le temps. Il n'y a pas de saison chaude. Ouais, voilà, c'est ça, qu'est-ce que je voulais dire. Puis là, juste un petit peu, le lac Untersee, ça fait partie de pourquoi il est spécial, pourquoi on est intéressé. C'est parce que ce n'est pas vraiment un lac subglaciaire. Ça veut dire que la calotte glaciaire, elle n'a pas passé par-dessus, puis là, il y a une réserve et une pochette d'eau qui reste. Ce n'est pas non plus un lac sans couvert de glace. Il y a toujours un couvert de glace. Ça ne fond pas l'été, mais l'été de l'Antarctique. Puis c'est ça qui fait en sorte que ça crée des conditions physiques et chimiques qui le font unique. Parce que, moi, vous amener en dessous de la glace maintenant. Ça, c'est par-dessus la glace, on peut voir. C'est une glace qui est plus ou moins uniforme. Puis si on regarde en dessous de la glace, ben, c'est bleu. Puis c'est bleu, c'est un lac extrêmement, ou bien ultra oligotrophique. Il n'y a pas de nutriments, il n'y a pas rien. C'est la meilleure eau à boire. Le pH est 10 ou bien 10,5. Puis tu penserais que ça ne serait pas bon, mais c'est excellent. C'est la meilleure eau que j'ai jamais bu. Puis, on peut voir que c'est saturé en air. Tu peux voir, il y a des grosses bulles d'air qui sont accumulées en dessous de la glace. Alors, la glace est vraiment formée par le froid, puis l'eau, puis l'eau, elle gèle. Puis, ben, elle monte vers la surface parce que le dessus sublime. Mais encore une fois, ça ne donne pas la raison pourquoi est-ce qu'on est en train d'aller à l'Antarctique. Ah oui, je viens de dire ça. Ça, c'est une photo de sous la glace encore, avec Dale qui est en train de faire une plongée sous-marine sur le bord du glacier. On peut voir qu'il y a des signes de fond de la glace. Alors, c'est la glace du glacier, c'est elle qui fond et qui donne de l'eau au lac. Et voilà la raison pour laquelle on va à Untersea. Parce que les conditions physiques et chimiques qui sont dans le cirque, puis dans la façon que le vent il va frapper, ils font en sorte que le pH est très haut, il est couvert de glace, il n'y a pas tant de lumière que ça, il n'y a pas d'animaux, il n'y a aucune sorte d'animaux, même des micro-organismes. Il n'y a aucun animal qui vit dans le lac. C'est juste un monde microbien. C'est un monde qui aurait existé sur la Terre il y a très, très longtemps, avant qu'il y ait des plantes. Des plantes et des animaux. S'il y avait un poisson qui habitait là, il détruirait ces structures-là complètement tout de suite. Ce sont des matelas microbiens. On pourrait appeler ça des stromatolites coniques, qui sont enduits d'un matelas microbien
C'est un matelas qui est photosynthétique, alors c'est des cyanobactéries avec beaucoup de bactéries heutérotrophes, des bactéries qui consomment de la matière organique. Puis il y en a partout. Le lac entier est couvert de ces structures-là, de ces formes-là. Alors déjà là, c'est le seul lac que moi j'ai jamais vu où on peut voir ces structures-là se former, surtout à cette densité-là. Puis ça le fait un endroit unique pour essayer de comprendre les environnements, euh, qu'il y aurait eu sur la Terre dans le passé. OK. Est-ce que vous voyez bien? Ça a l'air pas mal mieux sur ma... OK, c'est correct, c'est parfait. Puis ça, évidemment, c'est des vidéos qui sont prises par un plongeur, par Dale, qui est en train d'avoir une caméra. Puis là, je suis d'accord que les vidéos ils ont l'air un petit peu comme weird, mais c'est parce que là, il n'y a pas beaucoup de lumière, alors il faut qu'il a joué un petit peu avec la vidéo pour augmenter la lumière pour qu'on puisse mieux les voir. Mais ça, c'est le trou dans lequel il va éventuellement sortir pour rapporter ça. Oh. Alors, des structures coniques comme ça existe. Mais ça existe sous forme de roches dans des formations qui sont extrêmement anciennes. Ce n'est pas des choses qu'on retrouve, ce n'est pas des structures qu'on retrouve dans le monde de tous les jours. C'est des choses qui ont des milliards d'années. Puis depuis ce temps-là, ben, les conditions ils ont changé, les animaux sont arrivés, puis ils ont fait en sorte que ces structures-là, c'est extrêmement rare. C'est plus rare que les stromatèdes qu'on va trouver, les stromatèdes conventionnels qu'on va trouver. OK? Alors, dans le lac, on a une protection, cette glace, cette ligne de glace juste là, qui est en train de protéger le lac. Alors, le lac, il n'est pas secoué par les vents. Il y a un petit peu de fonte sur le glacier qui va faire une circulation. La circulation, elle va homogénéiser la chimie du lac. Elle va garder, elle va homogénéiser la chimie du lac, sauf dans un petit bassin anoxique. Puis, ce que nous autres, on se demande en ce moment, puis une des recherches qu'on est en train de se demander, c'est bien, comment est-ce que ce bassin anoxique-là, c'est quoi son rôle dans l'évolution du lac, puis quelle sorte de recyclage de nutriments pour le restant du lac? Parce que ce bassin-là, ben, il peut nous permettre de voir et de recréer certaines des conditions qu'il y aurait eu dans une partie de l'histoire de la Terre. Pas dans les conditions qui sont complètement anoxiques, mais si on regarde, on voit que le bassin anoxique, puis le lac qui est oxique, oligotrophique, et un bassin qui est anoxique comme ça, peut ressembler à une de ces étapes intermédiaires là, entre une anoxie totale puis l'océan qu'on connaît très bien de nos jours, qui est complètement oxygéné. Ou presque. Right, Gwen? OK. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme tel? Qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de mieux comprendre cette transition-là? Bien, on va échantillonner des profils d'eau du lac. Ça, c'est encore une autre vidéo. Alors, on peut aller sur le lac lui-même, puis on fait un trou. On doit forer à travers à peu près 5 mètres de glace. En dessous de la glace, ensuite, là, on peut prendre des bouteilles Niskin, puis un par un, on peut échantillonner le lac pour essayer de faire des profils. Des profils de quoi? Bien, des profils de température, des profils de conductivité, des profils chimiques, essentiellement, puis des profils des paramètres physiques. OK? Ça, c'est moi puis Dan en train de faire cette tâche-là. Ça peut être assez monotone, mais là, par une belle journée, c'est extrêmement plaisant à faire et ça va bien. Ça nous a permis à cause qu'on a comme 2 mois ou bien 1 mois et demi de travail à ce lac-là, ça nous permet d'aller faire nos analyses dans le laboratoire, rapporter notre eau, faire nos analyses au laboratoire. Et s'il y a quelque chose qui ne marche pas, bien, on peut retourner directement la journée d'après
Alors, on est capable de faire des vraiment beaux profils qui nous permettent d'informer un petit peu plus. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on fait. On échantillonne des profils d'eau dans le lac. On arrive à la fin. Non, ça. Puis après ça, ben, excuse-moi. Puis après ça, ben, au laboratoire, on est capable de faire analyser ces échantillons-là. Puis, avec ces échantillons-là, des anions, puis des cations, puis des nutriments, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on essaie de recréer, on essaie de recréer puis de comprendre quels métabolismes sont importants pour le cycle du carbone, pour le cycle pour recycler ce carbone-là. C'est-à-dire que, ouais, c'est juste aussi simple que ça. C'est juste d'essayer de comprendre les métabolismes microbiens. Puis, tout ça dans le contexte d'essayer de voir est-ce que ça, c'est des métabolismes qui peut-être auraient joué un rôle important dans le passé. Alors, on essaye toujours d'isoler ces bactéries-là, puis on peut essayer de voir si on est capable de vraiment identifier ces métabolismes. Alors, ça, c'est une des choses qu'on fait. On étudie la colonne d'eau, puis les processus chimiques dans celle-ci. OK? Une autre chose importante, on échantillonne des sédiments. Très similaire à l'autre, sauf que là, maintenant, on utilise un carottier. Dans ce carottier ici, c'est un carottier UETech. Ça ici, c'est mon bon collègue Denis Lasselle de l'Université d'Ottawa. On vient juste de frapper le gros lot, une carotte d'à peu près 60 cm de hauteur. Alors, on est bien content cette journée-là. Puis, et voilà. Puis, de façon similaire, on est sur la glace. C'est plus facile que sur un bateau, en tout cas. Puis, on a une plateforme extrêmement stable de 5 mètres de profond. Puis, ça nous permet de récolter des carottes. Hmm. Oh, OK. Puis après ça, on a toujours souvent des problèmes avec les carottes, là. Ils gèlent avant qu'on ait le temps de les rapporter au laboratoire. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on rapporte le carottier au laboratoire, on met la petite chaufferette qu'on a, puis on est capable d'échantillonner les tapis, les sédiments. Puis les sédiments, ça, c'est les sédiments qu'on retrouve. Ça, c'est mes deux mains, là, elles sont en train d'ouvrir. Puis ça se lit comme une page d'un livre. C'est une amas de matelas microbiens. Alors, c'est très intéressant. Bon, et voilà. Alors, en somme, ce qu'on essaye de faire, c'est de reconstruire l'histoire puis le cycle du carbone dans le lac et de comprendre quels processus qui sont importants. Quelques processus qui sont importants. Par exemple, on sait que dans le bassin anoxique, à peu près à 60 mètres de profondeur, on voit l'oxygène complètement disparaître. Puis, en dessous de cette façon d'oxygène-là, on a une région où on a une productivité primaire. On a de la chlorophylle. On peut la voir, la chlorophylle, puis on peut la quantifier. Mais ce qu'on essaie de voir, c'est combien de cette productivité primaire-là qui va se rendre jusque dans le fond, puis être enfoui, et combien qui va être reminéralisé, combien qui va être transformé en CO2, puis en méthane, puis en des nutriments, etc. On veut savoir, on veut savoir combien qui va être minéralisé et c'est quoi le rôle de cette minéralisation-là pour supporter cette zone de productivité primaire-là. Et encore plus important, quel est le rôle des régions qui sont anoxiques pour supporter la productivité primaire dans les restants du lac. Alors, ça, c'est les questions principales pour lesquelles on va là. Alors oui, ça se résume en une slide avec une coupe de couleurs, mais c'est un travail qui est assez long, puis ça prend 2 mois d'investissement pour pouvoir le faire. Mais évidemment, on a d'autres tâches à faire. On plonge pour prendre des vidéos et des échantillons. Plonger dans un lac, c'est toute une opération. Hein. C'est faire un trou, mais je ne sais pas si tu avais déjà essayé de fondre 5 mètres de glace
par 2 mètres de glace, c'est un montant faramineux de glace. Il faut beaucoup d'énergie pour fondre ça. Alors, on ne peut pas juste comme frapper avec une roche, puis on ne peut pas faire un trou, on peut pas faire un gros trou de même, il faut le fondre. Ça prend à peu près. ça... Excusez-moi. Ça prend à peu près un baril de pétrole pour faire un trou de même. Alors oui, le cycle du carbone, on va juste comme vivre le cycle du carbone, on va permettre à cet endroit-là de se réchauffer encore plus. Un baril de pétrole, j'en revenais pas quand on a commencé à faire ça. Ça a pris 2 jours avec un baril de pétrole pour chauffer du glycol pour essayer d'être capable de faire ça. En tout cas, là, on est capable de passer dans le lac, on peut envoyer un, un plongeur, puis lui, il va prendre sa caméra, puis il va prendre des carottes spécifiques dans les stromatolites, comme ça on peut étudier bien les différents processus qu'on veut. OK, ça c'est une des choses qu'on fait. Quoi d'autre qu'on fait? Bien, on se promène autour, on a même du temps. C'est rare le montant, comme dans ma vie, tous les jours, j'ai plus vraiment ce temps-là pour comme, je veux aller monter cette montagne-là. Cool. Alors là, on y va, puis à chaque fois que tu marches, partout où tu marches, tu es la première personne qui a jamais marché là. Il n'y a personne d'autre qui a jamais été là. Alors, c'est quand même assez spécial. Il y a un système on a installé partout à travers la vallée des systèmes de monitoring de température puis des différents paramètres physiques qui nous permettent de mieux comprendre les raisons pour lesquelles le lac est là puis comment est-ce qu'il existe. Et finalement, on peut voir des phénomènes qui sont assez impressionnants. Ça ici, c'est au lac Undersea, le 15 novembre, je pense. Le 15 novembre, il y a eu une journée où il a fait 11 degrés Celsius en Antarctique. On a des systèmes de loggers de température là, à travers ça, puis c'est jamais arrivé avant. C'est la première fois depuis qu'on mesure, c'est pas si long que ça, depuis 2010 à peu près, qu'on mesure les températures, puis il n'y avait jamais eu une température plus haute qu'à peu près 3 degrés Celsius qui est arrivé. Puis là, on a eu 2 jours de température extrême qui n'avaient jamais été vues, tellement que voici le lac. Moi, je suis sur le côté du lac et euh, ben, on a un amas d'à peu près ça d'eau sur le lac. Puis ce qu'on sait qui va arriver dans les prochaines décennies, c'est que le lac Ontario va devenir un lac où il va y avoir une connexion entre la surface du lac et sous le lac. Ça veut dire que les bords du lac ils vont progressivement fondre parce que c'est ça qui est arrivé à tous les lacs de l'Antarctique un petit peu qui sont situés à un petit peu plus basse élévation. Alors, c'est inévitable que ça va arriver à cause du réchauffement climatique, mais c'était quand même vraiment weird d'aller dans un monde de glace et là, d'entendre de l'eau couler dans un ruisseau. Ça faisait du bien. J'étais vraiment, après des jours et des semaines d'entendre juste du vent voler par la tête, de l'eau, c'était super. Ouais, ouais. En tout cas. Puis là, il y a d'autres phénomènes vraiment weird, comme ça ici. Ça, c'est une photo des roches, évidemment. Sauf que, malheureusement, il n'y a pas d'échelle, là, mais il devrait en avoir une. Si tu mettais un char à côté de ça, c'est à peu près la grosseur d'un char. Alors, ça, c'est un char. Ça, c'est un char. Ça, c'est un char. Alors, tu arrives sur le lac, tu commences à marcher, puis là, il y a des petites affaires là-bas, tu penses là, puis là, tu prends ton skidoo, puis tu te rends, puis là, tu te rends compte que c'est plus gros que ton skidoo. C'est plus gros que ton skidoo. Puis, ben, comment est-ce que ça arrive? Où sont les petites roches? Pourquoi il y a rien que des grosses roches? Ça a pris un bout de figurer ça. Euh, alors, faire une histoire longue, les petites roches ils se réchauffent vraiment vite parce qu'il y a de la chaleur de radiation solaire. Les petites roches, ils réchauffent, puis les autres, ils tombent dans la glace. Ils passent à travers la glace, ils finissent dans le fond du lac. Mais les grosses roches ne peuvent pas se réchauffer assez. Alors, eux autres, ils restent sur la surface pour toujours, sont pris là. Ils sont pris là depuis la formation depuis qu'ils ont été mis en place, ils sont pris là. Alors, c'est quand même assez intéressant. L'autre chose qui est vraiment intéressant, pas de photo pour ça, mais les petites roches blanches, ils restent sur la surface. Mais les petites roches noires, eux autres, ils passent à travers parce qu'ils ne se réchauffent pas. C'est comme, oh my God, oui, non, je sais, comme je n'ai pas été là pour étudier ça, ça n'a pas rapport avec ce que je fais, mais comme, c'est tellement cool. OK, voilà, c'est ça. Alors, puis la dernière chose qu'on fait, on essaie de garder le camp à un morceau comme
c'était pas le fun l'année passée. Comme d'habitude, ça arrive une fois, là, mais ça, c'était mon tous les jours. Là, essayer d'empêcher une tente de casser. En fait, ça nous a fait une discussion de exactement comment est-ce qu'on fait pour continuer à faire de la science dans un endroit où comme une tente de 8 000 elle se fait scraper en 2 jours. Alors ça, c'est des questions pour un autre jour, en tout cas. Alors, alors voilà. Ouais. Ce que je voulais dire quand j'ai remis cette slide-là, c'est que, ben, on est en train d'essayer de comprendre le cycle du carbone à longue échelle. On a des progressions, on a l'augmentation du consommation d'oxygène, mais c'est pas nécessairement exactement comme ça que ça fonctionnait dans le passé. Puis d'aller étudier des endroits qui sont extrêmes comme ça, qui nous permettent de voir certains des processus qui étaient pas, qui sont essentiellement plus présents sur la Terre, ça peut nous permettre de bien comprendre, de mieux comprendre. Voilà. Alors, finalement, je ne vois pas de nouvelles faces exactement, mais je suis toujours en train de recruter des gens qui veulent travailler sur des projets intéressants. Alors, on a un site web en haut là. Si jamais vous êtes intéressé à regarder, ben, allez, venez me contacter. Puis, ben, je vous remercie pour votre attention. Puis, je vais prendre des questions s'il y en a. Euh, Merci pour la belle présentation. Il y a 2 micros à l'avant et aussi on peut prendre les questions en ligne si vous en avez. C'est à vous. Comme bon élève, j'ai 2 questions. All right, Bina. La première, je me suis fait poser beaucoup là, par notre entourage, la contamination. Quand on fait des trous, mettons, là, dans le lac, est-ce que ça a une influence ou c'est vraiment des petites quantités, fait que ça fait vraiment rien? Ça fonctionne comment, ça? Justement, quand ils vont plonger justement dans le lac, ça mène Ouais, pas quelque chose? ouais, c'est bon. Oh mon Dieu! Ouais, ouais. Moi aussi, je l'ai eu, puis j'étais comme moi, dans la misère. Euh, alors, contamination, oui. En effet, si tu fais un trou dans le lac, le pH est 10,5 de l'eau, mais aussitôt que tu sors l'eau, il y a tellement peu de carbone organique dessous que l- juste le fait de toucher à l'eau, bien de sortir l'eau, elle devient pH 7. Alors, c'est comme quelque chose qui est quasiment instantané. Euh, puis, alors, c'est sûr que ça cause une contamination de CO2 vers le lac, mais c'est très petit. Puis le lac, la glace, elle se reforme en 20 minutes, à peu près. Ça ne dérange pas du tout le... Le lac est trop gros. Je suppose que si tu allais puis tu faisais des trous tout le temps, puis tu faisais des gros trous, puis tu mettais comme 15 barils de pétrole par jour dans un petit espace, peut-être que tu pourrais avoir un impact, mais pas au niveau qu'on fait. Parfait. Puis ma deuxième question, c'était, mettons, si j'avais à expliquer à une classe de 5 ou 6e année le lien entre le carbone et la matière organique, ou juste expliquer c'est quoi la matière organique. Ouais, ouais. Parce que c'est pas exactement ce que je pensais quand on me l'a expliqué, puis tu me l'aurais expliqué, dans tes mots, mettons. Oui. Alors, le carbone organique puis la matière organique, c'est ça que tu veux? Le lien entre les deux, c'est essentiellement la même chose. C'est ça. Oui. Ouais, de la matière organique puis du carbone organique, c'est la même chose. Ouais. Qu'est-ce qui est organique, mettons? Ah, OK. Alors, C'est pas tout ce qui est vivant, c'est pas... oui, essentiellement, tu pourrais, ben, oui, d'une certaine façon, tu pourrais synthétiser des molécules organiques euh, de rien, mais la grande majorité de la matière organique, puis organique, ce sont surtout des chaînes de carbone. Est-ce que ça, c'est une bonne explication pour 2e année? Oui, mais c'est ça, c'est organique, ça veut dire que c'est des chaînes de carbone à un degré d'oxydation. Non, c'est trop compliqué. C'est des chaînes de carbone au lieu d'être du carbone avec l'oxygène. Est-ce que c'est tout ce qui contient du carbone? Non. 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 Par exemple, du limestone, du calcaire, ça contient beaucoup de carbone, OK. mais ce n'est pas organique. Mais essentiellement, toutes les choses qui sont vivantes, ils sont faites à base de carbone, puis c'est du carbone qui est organique. OK. Ça fait du sens. OK.
Merci. Oh non. Euh, Ben, je voulais juste savoir, les cônes dans le fond du lac étaient comment gros? Comment gros? Oui. Ah, je n'ai pas décrit ça. Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Ils peuvent être jusqu'à 1 mètre de hauteur. À peu près 1 mètre. La plupart sont plus petits. Il y en a des gros, mais je suppose que il y en a des plus petits, mais comme en moyenne, tu pourrais en trouver plusieurs gros d'à peu près 80 cm. Puis il y en a des plus gros, qui sont à peu près à 1 mètre. Je pense qu'il doit avoir une limite structurelle qui, après quoi ils ne sont pas capables, ils vont tomber. Super. Alors, André, merci beaucoup pour la présentation. En fait, je m'intéresse aux sédiments, en fait. Oui, Alors, je me demande si tu as fait des analyses dans la carotte tu as, ouais, c'est ça que tu as qu'on. pris. Est-ce que les propriétés physiques ils disent quoi? Est-ce que c'est tout homogène ou il y a des variations? Oui. Alors, on a fait quelques analyses. On est en train de faire ça aussi, mais il y a quand même assez de. Il y a assez de recherches qui ont déjà été faites sur surtout les cônes. Les cônes, c'est quasiment uniquement du site. Sauf qu'il y a certaines couches qui sont un petit peu plus grossiers, comme du gravier et des sables. Puis, alors, la matrice, essentiellement, c'est du silt. Puis, il y a des couches de sable qui sont probablement associées à des événements de déposition avec plus haute énergie. Mais puis de temps en temps, parce qu'on a des roches qui vont tomber sur le dessus de la glace, puis vont passer à travers, il y a toujours des clastes qui sont retrouvées. Oui, des clastes qui sont retrouvées. Ça, c'est essentiellement les trois choses qu'on voit le plus. Puis, ben, cet été, j'avais une étudiante, Laura, qui a passé son temps à faire la granulométrie sur essentiellement toutes les carottes qu'on avait pour essayer de voir s'il y avait une périodicité dans les accumulations de sable. Parce qu'on pensait que ça, c'était peut-être associé à un processus d'augmentation. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y avait deux lacs. Il y avait le lac Untersee et le lac Obersee. Et le lac Obersee, de temps en temps, ben, il casse son barrage de glace, il se draine dans Untersee. C'est un processus qui est probablement cyclique. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de quantifier la granulométrie euh, pour voir s'il y avait une périodicité. Puis d'après ce qu'on peut voir, il n'y en a pas, mais il y a certaines couches qui sont probablement associées à certains processus comme ça. OK, ma prochaine question, c'est par rapport à. Tu avais un lac qui était anoxique et l'autre n'était pas. Il y a comme des sections qui sont Ouais, il y a bien des- oxygénées, mais j'imagine que c'est en lien avec la fonte glaciaire. Et, ou comment tu expliques qu'il y a juste cette partie-là qui est anoxique et pas. C'est probablement surtout lié à la topographie. Alors, on a un bassin qui va redescendre. Alors, je n'ai pas parlé trop de la profondeur, mais on a un bassin total qui est excavé jusqu'à 160 mètres, puisque proche du glacier. Là, ça remonte, puis là, ça redescend. Puis ce bassin-là, c'est le bassin qui est anoxique, puis c'est probablement surtout lié à le fait qu'il n'y a pas ce courant de circulation-là qui peut réoxygéner les eaux là, ici. Alors, il est pris là. C'est probablement ça qui est en train de contrôler la différence entre les deux, la différence majeure. Mais comme dans le fond du bassin lui-même, on retrouve des concentrations énormes de méthane, mais c'est probablement pas à cause qu'il y a une plus grande productivité primaire dans cette région-là que dans l'autre. Est-ce que la lumière est pareille? La lumière. Oui, la lumière elle devrait être plus ou moins pareille. C'est sûr que à cause que c'est quand même le cirque autour est quand même assez élevé, il y a des différences d'intensité lumineuse à travers le lac à l'année longue à cause de ça. Par exemple, proche de ce que le glacier, il y a beaucoup plus de lumière que de l'autre bord, mais mais c'est pas comme s'il y a un qui est noir puis l'autre qui est blanc. Un qui est illuminé puis un qui n'est pas illuminé. Ouais. Merci. Plaisir. Merci, André. Donc, Plaisir. moi, je retiens qu'on ne va pas se marier là-bas. Non, OK. non, c'est Ça, ça.
Merci pour la question. Ben, ça nous évitera de nous déplacer trop loin. Ben, si jamais on est invité. En tout cas, j'avais une question sur le pH. Oui. Ben, je me demandais, dans le bassin anoxique, est-ce qu'on a toujours un pH de 10? Puis, pour moi, l'anoxie, c'est lié à de la Ouais. production de Production de DIC, de bicarbonate. CO2, Ouais. et puis un déplacement de la réserve alcaline. Est-ce que c'est Ouais. les roches, le Euh, drainage, le lessivage, l'altération des roches alcalines, finalement, qui apportent ces réserves alcalines à... le bassin tout autour, c'est de l'anorthosite, du phosphate de calcium surtout. Il y a un petit peu de chlorite et différentes choses. Mais les sédiments, ils sont faits d'anorthosite. Puis c'est ça, c'est l'altération de l'anorthosite qui va apporter le haut pH. Mais aussitôt que tu arrives dans le bassin anoxique, ça chute tout de suite. Alors, il y a beaucoup de sulfate de réduction, il y a le cycle de l'azote aussi est vraiment important, puis on a productivité d'alcalinité, de DIC, puis ben, ça fait juste qu'aussitôt que tu rentres dans le bassin anoxique, boum, tu es à 6,5, quelque chose comme ça. 6,7, quelque chose comme ça. Oui, alors c'est sous-saturé en aragonite, en calcite, en bas? Oui, il y a très peu de... Les seules places qu'on peut trouver des calcaires dans le lac, c'est en fait en surface, sur les roches, quand il y a d'évaporation de l'eau. Il y a très peu de dépôts de limestone, de calcaire dans le lac. Il n'y en a essentiellement pas, même si on a des tapis microbiens de cyanobactéries, il n'y a pas de déposition significative de calcaire. Il y en a une sorte de nodules qu'on retrouve, mais on pense que ça, c'est dû au fait que entre le moment qu'on analyse, ça se reprécipite. Oui, c'est quelque chose qui précipite après. Oui. OK, merci. Plaisir. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question? Ça me ferait plaisir de répondre. Oh, Jean-Carlos, oui. Oui, en fait, je vais revenir au sédiment. OK. Ben oui, c'est ça. En fait, est-ce que tu as réussi à dater la carotte? Est-ce que quoi? Est-ce que tu as réussi à la dater? Est-ce que Ouais, tu sais alors, à peu près quel âge? ça, c'est une discussion qu'on a couramment, là, à cause que ça serait le fun de dater la carotte, sauf que le lac est complètement scellé de l'atmosphère. Il est depuis des centaines, sinon des milles d'années. D'après certains estimés, c'est des 1000. D'après certains estimés, c'est au moins 700 ans. Alors, ça fait en sorte qu'on n'est pas en équilibre avec l'atmosphère. On n'a pas d'input. Alors, si on voulait utiliser du plomb, on ne pourrait pas. Si on voulait utiliser du carbone 14, il y a un effet de réservoir qui est significatif, puis qui rend la datation très difficile. Guillaume, il a dit qu'il était pour faire du paléomag pour essayer de dater, pour essayer de voir si on est capable de sortir une certaine information sur l'âge des carottes. Alors, ça, c'est des méthodes qu'on est en train d'essayer de regarder, mais essentiellement, les méthodes conventionnelles qu'on utiliserait pour dater des sédiments de l'Holocène, plus compliqué. OK. J'ai vu que l'Agence spatiale canadienne il donne l'argent à ces projets-là. Je me demande, est-ce que c'est parce que des processus qui sont dans ces lacs-là, tu peux les retrouver en Mars? Bien, sur Mars, je ne sais pas si on pourrait s'attendre à... Ben oui, si on a de la vie, c'est sûr qu'on pourrait s'attendre. On a un bassin qui est fermé. Si on a de l'eau avec un petit peu de lumière, c'est ça qu'on a... C'est une partie de ce qu'on a regardé. On a un bassin qui a... La productivité primaire qu'on voit là, c'est à 60 mètres. Il y a comme moins que 1% de la lumière. On a quand même une source de carbone qui est en train de faire fonctionner tout un système biogéochimique. Avec une accumulation significative de méthane. Ça veut dire ça veut dire qu'il y a une minéralisation de la matière organique, puis il y a plein de changements redox qui sont en train de se passer. Alors, c'est sûr que c'est comme ça qu'on a écrit le proposal. Essayer de figurer exactement comment est-ce qu'on fait pour expliquer ces quantités significatives. 22 millimolaires de méthane dans de l'eau, ça n'arrive pas. C'est la seule place qu'on peut retrouver ça.
Alors, c'est comme ça qu'on a formulé, qu'on essaie de voir le devenir, puis comment est-ce qu'un petit écosystème comme ça peut fonctionner avec si peu d'énergie. Alors, ouais. Alors oui, on pourrait trouver ça sur Mars, mais tu aurais besoin de trouver de l'eau. Il y en a. Non, il n'y en a pas. Annabelle, elle a une question. Annabelle a une question. OK. Je me demandais si tu savais comment les roches étaient atterries sur le lac. Ah oui, merci Annabelle, ça c'est une bonne question. C'est vrai que, puis la raison pourquoi je n'ai pas dit comment, c'est à cause qu'on n'est pas trop certain comment ils ont atterri sur le lac. On avait un débat. Il y a un débat, c'est un débat. Je peux te dire, c'est les deux théories. Une des théories, c'est qu'avant, le glacier qui était, tu as vu où ce que le glacier était rendu, là, juste à côté du lac, mais avant, le glacier, il couvrait presque tout le lac. Puis lentement, le glacier s'est sorti, puis c'est là que le lac s'est formé il y a plusieurs milles d'années. Plusieurs milles d'années. Puis une des idées, ça aurait été qu'ils ont été déposés lors du retrait de du glacier, puis qu'ils sont là depuis ce temps-là. La deuxième option, c'est ce que moi je pense, c'est que le glacier il est là en ce moment depuis très longtemps, puis il amène des gros, c'est un vraiment gros morceau de glace. Là, il y a comme des kilomètres de glace, puis ça arrache des gros morceaux de roche des montagnes, puis ça les apporte. Puis tout le temps, ils sont en train de se faire déposer sur le lac. Parce qu'on a la glace, on a la glace du lac, puis là, on a un glacier ici. Quand c'est le glacier, ben, ils lâchent des roches sur le lac. Puis avec le temps, ben, ils font leur chemin sur le lac. Il y a différentes manières que certaines personnes, pas moi, pas nous autres ici, mais certaines personnes ont essayé de figurer ça avec certains modèles et en essayant d'utiliser de la luminescence. Une sorte de comme, technique qui permet de comme, voir comment longtemps que certaines parties de la roche n'auraient pas vu le soleil. Moi, je ne vais pas revenir sur les sédiments. Mais je vais revenir sur tes bactéries là. Oui. Donc là, ils ont depuis longtemps là-bas. Est-ce que c'est les mêmes espèces qu'on trouve d'ailleurs ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'endémique, très spécial? Non. C'est des bactéries complètement normales. Pour un bout de temps, ils ont essayé de faire financer le projet en disant ça. Mais ils l'ont juste fait pour un bout, après ça, ils n'étaient plus capables. Je vais te dire, la chose qui est la plus évidente, c'est que, en fait, je ne l'ai pas dit pendant la présentation, mais tout le cercle lui-même là, de roches, c'est une colonie, c'est la plus grosse colonie de l'Antarctique de Snow Petrel, des petits oiseaux blancs. Là. Alors, ils viennent là, puis à tous les jours, à tous les 3 jours, ils doivent voler jusqu'à la mer. Ils vont chercher des poissons, ils vont manger, puis ils reviennent, à peu près 200 km. Ils font ça à tous les 3 jours pour manger. Puis, ils chient partout. Puis aussitôt que ça tombe sur la glace, ça fait juste, le soleil les frappe, puis ça fait juste passer à travers. Alors, c'est certain que la microbiologie de l'océan, puis la microbiologie dans ce bassin-là, ça ne peut pas être très loin. Ouais. Alors, à cause du pH, le pH il est quand même pas mal haut, mais aussitôt que tu rentres dans les sédiments, mais en surface, c'est pas quelque chose de significatif. Et tes matelas de stromatolites, Oui, les stromatolites, oui. ils ont quel âge? Est-ce que il y a un estimé à Oui. quelle façon ils croient? Il y a certaines datations qui ont été faites en surface puis plus creux avec du carbone 14 pour essayer de figurer l'âge de la matière organique. Puis, d'après les âges, puis là, on a des effets de réservoir qui sont compliqués et qui sont contrôlés par l'âge de l'eau dans les glaciers, puis tout ça. Là. Mais
ça donnait des âges probables d'à peu près 10 000 ans pour l'accumulation de ça. Mais ça serait définitivement, ça serait impressionnant si c'était long comme ça. Mais c'est sûr que les taux de sédimentation sont extrêmement, extrêmement bas. Il y a très peu d'input de sédiments. Tu as vu là, comment bleu que la couleur de l'eau est, puis il y a très peu de sédiments qui sont déposés. Alors, c'est sûr que c'est très, très lent. Mais je ne sais pas si c'est 10 000 ans. Moi, j'aurais dit la moitié de ça. Mais... Ah bon, merci. Est-ce qu'il y a ben, d'autres questions? C'est ça, mais c'est toi qui le fais. Merci pour votre présence. Merci, André, pour la belle conférence. Ça m'a fait plaisir. Avant de partir, je vous invite à la prochaine conférence pour le 25e de l'ISMER qui va être présentée par Guillaume Saint-Onge, qui va comporter sur les séismes majeurs et les raz-de-marée, s'ils peuvent frapper l'Est du Québec. Ça se passe le 6 novembre à 17h dans la même salle. Donc, je vous remercie de vous être présenté et puis bonne soirée.